J'ai la chance de vous présenter une amie à moi que je côtoie dans plusieurs événements depuis longtemps, Gabrielle Botbol, pardon. Je me trompe sur son nom, mais c'est un nom français, hein? Moi, je suis pas habitué avec les noms français. Donc, Gabrielle, elle va nous parler aujourd'hui du piratage d'applications Android, donc un sujet technique qui touche plusieurs d'entre nous. Gabrielle est pentester, donc spécialiste en tests d'intrusion, puis elle est blogueuse aussi en cybersécurité. Si vous devriez regarder sur LinkedIn, c'est certain que vous allez voir du contenu pertinent. Elle partage énormément. Son travail consiste à sécuriser les applications et les systèmes des entreprises en cherchant des vulnérabilités potentielles. Elle a aussi créé un programme d'auto-apprentissage pour devenir pentester, ce qui l'a amené à se concentrer ses efforts sur la démocratisation de la sécurité de l'information. Elle est membre du conseil consultatif de plusieurs organisations. En outre, conférencière, formatrice lors d'événements mondiaux et dans les universités. Elle a été récompensée pour ses réalisations et ses contributions à la communauté cyber par de nombreux prix, comme son tout dernier Cybersecurity Woman Hacker of the Year 2022. Félicitations, Gabrielle, pour ça. Donc, Gabrielle, le plancher est à toi. Merci beaucoup. Donc bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir tout ce monde-là. Donc je vais passer tout de suite. Merci Olivier pour la présentation, je ne vais pas me représenter, juste vous indiquer si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, où vous avez mon blog aussi qui est également juste là. Voilà, mais là, comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis blogueuse, mais je voudrais prendre le temps aussi de vous expliquer comment mon blog est devenu une personal brand. Donc, pour un petit retour en arrière, quand j'ai étudié, j'ai étudié avant la littérature pour devenir actrice, mais j'ai toujours été passionnée par l'informatique. Et il y a 10 ans, j'ai transformé cette passion en carrière, et c'est comme ça que je suis devenue développeuse d'applications. Mais même si j'aimais beaucoup être développeuse d'applications, je me posais quand même des questions par rapport à la sécurité des applications que je livrais. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à la cybersécurité et c'est comme ça que j'ai découvert le pentest. J'ai vu qu'on pouvait pentester ces applications et donc c'est ça qui m'a incitée à m'intéresser à la cybersécurité. Et pour une raison pratique et économique, je me suis auto-formée pour devenir pentester et j'ai documenté ce parcours dans un blog. Et donc le but de ce blog, c'était de me faire embaucher pour devenir pentester. Et donc, pour construire mon programme, je me suis appuyée sur un concept des sciences de l'éducation qui s'appelle l'apprenance. Donc vous pouvez voir la définition à l'écran. Et donc ce concept, c'est un concept qui a inspiré de la formation tout au long de la vie. Et ça m'a permis de créer un parcours en 6 étapes, avec des CTF, des conférences, des tutoriels, des stages, des cours d'été et du bénévolat. Donc les CTF, c'est des compétitions des petits challenges de compétition de cybersécurité. Je pense que la majorité d'entre vous doivent connaître. Et donc ça permet d'apprendre par la pratique. Les conférences, ça m'a servi à découvrir différents points de vue. Et puis les MOOC et les tutoriels, ça m'a servi à appuyer justement la pratique des CTF avec de la théorie. Les cours d'été, ça m'a permis d'entrer en contact avec le monde universitaire et professionnel et de rencontrer d'autres experts dans le domaine. Faire du bénévolat, ça m'a permis de rencontrer d'autres passionnés de cybersécurité, comme Olivier par exemple, qui est juste là. Et enfin le stage pour me permettre de mettre tout ce savoir en pratique. Et donc à ce programme-là, j'ai ajouté une grille d'analyse qui a énuméré toutes les compétences que j'avais acquises dans des expériences précédentes et qui pouvaient tout à fait s'appliquer au domaine de la cybersécurité. Donc par exemple, quand j'étais réceptionniste, j'ai développé le sens du détail, j'ai développé l'anticipation et la confidentialité, et c'est des skills qui sont tout à fait applicables au domaine de la cybersécurité. Hop. Donc, on va passer directement dans le vif du sujet. Pour rappel, un test d'intrusion, ça nous permet de repérer des failles de sécurité au niveau de la couche d'application et au niveau des réseaux et des systèmes, ainsi que les possibilités de compromettre les barrières de sécurité physique. Donc les pentests Android et mobile, c'est des types de tests d'intrusion qui vont faire partie de la liste des pentests. Donc aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement du pentest Android. Donc
Android, c'est un système d'exploitation mobile qui est basé sur une version modifiée du noyau Linux et qui a été conçu par Google. Le langage le plus utilisé pour les applications Android, c'est Java. Mais depuis 2019, le langage officiel, c'est Kotlin. Et donc, à part ces langages-là, vous pouvez aussi utiliser C++ ou Python, mais ce ne sera pas entièrement pris en charge. Et Kotlin est aussi une version simplifiée de Java. Donc, pourquoi est-ce que ce test va être différent des autres tests d'intrusion ? Parce que la plupart du temps, dans ces tests-là, on va avoir un exécutable qu'on va analyser. Et par exemple, dans un test d'application web, ce qui va se produire généralement, c'est qu'on va avoir des URL et qu'on va nous donner une adresse URL. Et donc on va avoir des accès en fonction évidemment de la méthodologie utilisée. Par exemple, si c'est du black box, white box ou grey box, on aura plus ou moins les mêmes niveaux de droit. Mais pour un test, par exemple aussi d'intrusion externe, on va obtenir une adresse IP. Donc on a rarement, dans ces autres cas, à inspecter un exécutable ou à analyser du code. Donc c'est pour ça que le pentest Android et mobile, c'est quand même quelque chose d'un peu plus particulier. Il y a un petit peu plus de reverse engineering, par exemple. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à cette présentation de pentest Android. Donc, est-ce qu'il me manque une slide ? Non. Pardon. Donc en fait, même si Google Play choisit les applications pour le App Store, il y a de nombreuses applications qui demeurent vulnérables. Et là, on peut voir, le 13 juillet dernier, il y avait quelques applications de Kellytech qui ont été installées 3 millions de fois sur Android. Et ces applications, c'était un ensemble de logiciels malveillants qui abonnaient ses utilisateurs à des services et donc à leur insu, en fait, donc sans qu'ils ne soient au courant. Et comme on peut le lire dans l'article, ça a mis à peu près 6 mois pour que Google enlève ces applications. Donc dans cette présentation, je vais montrer la méthode à suivre pour faire un test d'intrusion pour l'application Android. Je n'aborderai pas la question du certificate pinning parce que ça dépasse la portée de ma présentation, mais il y aura des ressources à la fin pour ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus sur le certificate pinning. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est que là, on va avoir des petites commandes pour l'installation. C'est pas la peine de les retenir par cœur. Elles seront disponibles dans mon guidebook. Donc je vous donnerai le lien aussi tout à l'heure. Mais avant, je voudrais commencer avec quelques chiffres. Je trouve que ces chiffres sont vraiment impressionnants. Là, on voit que les applications mobiles sont de plus en plus ciblées, par exemple. 75% des sites de hameçonnage qui ont ciblé spécifiquement des appareils mobiles. Je trouve ça assez incroyable. Et 466% d'augmentation de 0D exploité. C'est voilà, je vous laisse rêver de ça cette nuit. Donc, comment on organise pour un pentest ? Donc d'abord, on va, comme tous les pentests, définir avec le client, définir les questions juridiques et tout ce qui est important pour organiser le pentest. Donc ça va être la phase de planification. Ensuite, comme d'habitude, il va y avoir une phase de reconnaissance. Dans notre cas, il faudra par exemple examiner les renseignements qu'on peut obtenir sur l'application, donc ça peut être sur le Google Store, et peut-être faire aussi une recherche sur l'entreprise du client, donc toute cette phase-là de reconnaissance. Ensuite, on a l'analyse statique où on va examiner le code de l'application. Et on va chercher vraiment des éléments spécifiques. On va essayer de trouver des éléments qui pourraient être vulnérables ou des secrets, des choses comme ça. J'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure. Et ensuite, grâce à l'analyse dynamique, on va pouvoir intercepter le trafic et chercher des vulnérabilités avec les requêtes, les réponses, par exemple. Et donc ça aussi, on va en revenir dessus juste après. Et enfin, on va faire un rapport pour présenter et expliquer nos conclusions. Et donc, j'expliquerai un petit peu plus en détail donc, ce que je disais tout à l'heure, analyse statique, analyse dynamique, et puis la phase de rapport. On va prendre un exemple précis pour qu'on voit comment on peut reporter. Hop. Donc, pour les pentests Android et mobile en général, l'installation du lab, c'est la partie la plus importante. Comparativement aux autres types de tests en fait.
Donc aujourd'hui, on va voir comment on configure un lab pour faire un pentest Android. Donc déjà, pour configurer votre lab, vous aurez besoin des outils qui sont sur l'écran. Jadix, c'est un outil qui va décompiler le code de l'application. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir analyser le code. ADB, ça va être l'outil qui va vous permettre d'interagir avec un appareil mobile ou une machine virtuelle. Dans notre exemple, ce sera une machine virtuelle qu'on va utiliser. Et Android Studio, donc, ça va vous permettre justement d'avoir une machine virtuelle, la machine qui sera appropriée en fonction de l'API. Et ça va vous permettre d'interagir avec. Et Burp Suite, ça va permettre d'intercepter les requêtes et les réponses. Donc, la configuration que vous voyez ici, elle est faite pour Ubuntu. Mais vous pouvez également aller voir les ressources à la fin du tableau pour obtenir des informations pour les autres systèmes. Mais pour installer Jadix, donc d'abord, vous devez avoir Java. Donc vous pouvez ensuite saisir les commandes qui sont à l'écran, juste là. Donc ces commandes, ce que ça va faire, c'est que ça va l'installer. Et puis la dernière commande, ça va lancer Jadix. Ensuite, pour ADB, vous pouvez aussi utiliser la commande à l'écran, donc pour l'installer. Et pour Android Studio et Burp Suite, c'est encore plus simple. Vous avez juste à suivre le lien et télécharger et installer. Et en fonction de votre système d'exploitation, vous aurez la bonne version qui sera installée. Hop. Donc là, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer la vidéo. Oui, je vais rester là. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on est sur Android Studio, on va choisir la machine qui nous convient. Là, par exemple, on peut choisir de simuler un modèle de téléphone spécifique. Hop. Je vais prendre un micro, ce sera peut-être plus simple. Et donc là, on peut choisir une image. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voyez dans le manifeste pour l'image. Vous pouvez choisir en fonction du niveau d'API. Donc là, par exemple, on va sélectionner Marshmallow. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Voilà, j'ai choisi un nom très original, comme vous voyez. Et voilà. Et donc après, vous avez juste à la lancer. Et ça met un tout petit peu de temps. Mais concrètement, voilà, ça va s'afficher comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez avoir l'écran d'accueil. Et ce sera correct pour l'émulateur. Ça met un petit peu de temps. Voilà, là vous allez donc l'écran d'accueil et vous seriez déjà prêt. Au niveau émulateur, tout est correct. Okay. Donc pour Burp Suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la tab Proxy, on va aller dans la tab Options et on va ajouter, on va exporter le certificat. On va choisir DER comme format, mais on va l'appeler différemment au niveau de l'extension. Donc vous pouvez mettre... moi j'ai mis cert.cer, le plus important c'est de l'appeler CER à la fin. Voilà. Et après, il y a juste à drag and drop, c'est assez rapide. Et c'est comme ça qu'on peut l'installer sur le... Voilà. Et ensuite, on va aller dans les settings. Donc en général, en fonction des versions d'Android, ça change, mais en général, c'est dans Settings, Sécurité. Des fois, ça peut prendre un petit peu de recherche, mais ça se trouve assez facilement. Et il y a Install from SD card et Internal Storage. Donc là, je vais... Voilà, Internal Storage dans Download. Après, vous avez juste à l'installer, vous lui donnez un nom, n'importe. Moi, je l'appelle Burp. Et vous pouvez... Alors oui, il va vous demander un PIN. Hein, vous pouvez setter un PIN.
J'ai choisi un pin très sécurisé. Voilà. Voilà, je désactive les notifications parce que ça peut être un peu tannant et c'est juste pour être... mais là, on voit que le certificat est installé. Hein. Parfait. Donc, ensuite, c'est quoi l'étape suivante ? Il faut qu'on puisse intercepter nos requêtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Burp et là, on va ajouter une autre configuration pour intercepter toutes les interfaces. Parce que bon, si vous utilisez Burp aussi pour le web, moi je fais comme ça, je préfère avoir aussi un port 80-82. Ça dépend vraiment des préférences. En tout cas, je l'ai changé de port. Et puis là, après, vous pouvez aller dans les settings de Android Studio et vous pouvez régler le certificat directement dans Proxy. Vous mettez bien donc le bon port et puis faire bien attention aussi à cliquer sur Apply. Ça m'est déjà arrivé de oublier de cliquer sur Apply et de ne pas comprendre pourquoi ça marchait. Enfin, pourquoi ça marchait pas plutôt. Donc voilà, bien cliquer sur Apply. Et après, pour vérifier que ça fonctionne, on peut vérifier que l'intercept est à on et aller sur n'importe quel browser du téléphone et on voit que la requête est bien interceptée. Voilà. Donc ça, c'est pour Burp. Donc ensuite, je vais passer... Voilà, pour les exemples que je vais vous présenter là, j'ai utilisé une application qui s'appelle Injured Android et une application qui s'appelle Piva. C'est des applications qui sont intentionnellement vulnérables. Et donc les URL pour les obtenir, vous les avez à l'écran. Avant de continuer avec les exemples, je vous précise juste qu'il faut toujours avoir l'autorisation avant de tester un système, sinon vous faites des choses qui sont illégales. Mais ces applications-là, justement, elles sont faites pour ça, donc vous pouvez y aller. Voilà. Alors, pour l'analyse statique, on va vérifier les fichiers Android manifest.xml et le fichier strings.xml. Et on va également, ce qui serait possible de faire, je ne vais pas pouvoir aller dans les détails là, mais on peut faire aussi une énumération de base de données. Il y a des outils qui sont disponibles sur GitHub pour ça. Je vais en mentionner tout à l'heure un peu. Et bien sûr, on doit vérifier s'il y a des données sensibles. Donc d'abord, je vais vous montrer quelques exemples dans Android Manifest. Donc ce fichier-là, le Android Manifest, c'est le fichier où les développeurs vont décrire leur application. Et donc ils vont décrire des renseignements qui sont essentiels sur l'application. Donc ce sera utilisé pour mentionner le nom de l'application, pour mentionner les composants, les autorisations, le matériel, le logiciel, tout ce dont l'application a besoin en fait pour fonctionner. Et donc c'est également utile pour nous de vérifier l'API, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure dans la vidéo, c'est comme ça que vous allez savoir quel lab faire pour tester votre application. Et donc ça peut se savoir en jetant un coup d'œil au paramètre min SDK version. Et donc sur l'écran, vous pouvez voir la liste de toutes les autorisations requises par l'application. Bon, l'objectif des autorisations, on est d'accord, c'est pour protéger la vie privée de l'utilisateur et aussi pour que l'application fonctionne, évidemment. Donc il y a certaines autorisations qui devraient pas forcément être là. Après, ça dépend évidemment du but de l'application. Mais par exemple, si on testait une application de médias sociaux, ce ne serait pas nécessaire d'enregistrer du contenu audio. Et donc, ce serait là typiquement quelque chose à mentionner dans un rapport de pentest. Vous pouvez également voir à l'écran, il y a un lien juste en bas, là, avec la liste, avec toutes les autorisations que vous pouvez préciser dans le manifeste. Mais il y a, voilà, ce que je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a certaines autorisations, il faut faire attention, qui ne sont pas valables. Par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, de 13 juillet, là, avec les applications qui abonnaient les utilisateurs, Kelly Tech était autorisé à lire un message texte. Et c'est comme ça que se passait l'abonnement au service non désiré. Donc, on va passer au deuxième exemple. Donc, pour autoriser la sauvegarde, on a le flag Allow Backup. Donc, ça va permettre à un attaquant de prendre la sauvegarde des données de l'application avec ADB.
Donc ce serait plus sécuritaire de mettre la valeur à false. Et donc comme c'est mentionné également dans la documentation WASP, vous avez le lien à l'écran. Il a été changé récemment, donc il est beaucoup plus complet aujourd'hui. Mais si cet attribut n'est pas configuré, il va être activé par défaut. Et dans notre exemple avec Piva, il est configuré à true. Donc pour le Android Debuggable, ça va indiquer si l'application peut être débuggée. Donc elle doit être configurée à false, parce que sinon un attaquant pourrait utiliser pour accéder aux données de l'application. Et donc c'est false déjà par défaut. Donc, ok. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc ici, pardon, je me suis trompée de slide. Hop. Donc il faut toujours vérifier le fichier strings.xml. Hein. Vous pouvez voir l'emplacement du fichier là. Et dans notre exemple, on a plusieurs éléments intéressants. Hein. Ici, on a une clé API. Donc typiquement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut trouver, c'est quelque chose qu'il va falloir reporter dans un rapport. Donc ça, c'est des conseils généraux pour l'analyse statique. Je vous montre rapidement comment on fait une recherche avec Jadix pour trouver des chaînes de caractères qui pourraient être intéressantes pour nous. Typiquement, ces chaînes de caractères, ce serait API, API key, passwords, client ID, tout ce que vous pouvez imaginer qui ne devrait pas être dans le code. Hop, excellent. Donc là, c'est les applications que je mentionnais tout à l'heure pour énumérer les bases de données. On a Firebase Enum, on a également Firebase Scanner et Cloud Enum. On peut aussi essayer de faire une énumération des ressources cloud, donc avec Cloud Enum. Et puis parfois aussi, on peut trouver une secret key AWS. Donc voilà, c'est vraiment des choses à rechercher. Ça dépend toujours du contexte, évidemment. Donc pour l'analyse dynamique, ça va être l'étape où vous allez utiliser votre setup de Burp et vous allez intercepter le trafic avec Burp Suite et vous allez l'analyser. Et dans cette étape, vous pouvez vérifier s'il y a du tabjacking, si vous pouvez par exemple capturer un écran avec des données sensibles. Ça, normalement, ça ne devrait pas être possible. Il y a des flags qui existent pour éviter ça. Et vérifier évidemment aussi le WASP Top 10. Je vais vous montrer un exemple d'une vulnérabilité qu'on peut trouver lors de l'analyse statique, de l'analyse dynamique, pardon. Hop, voilà. Alors là, ce qui se passe, je vais prendre l'autre micro. Donc on est sur Piva, on va assumer que l'écran que je vais vous montrer là, c'est un écran qui contient des données sensibles, c'est pas le cas sur Piva. Voilà, je l'ai mis en background, je vais sur n'importe quelle application. Je reviens dessus, c'est pas bon ça. Je vois quand même l'écran et je devrais pas pouvoir accéder à l'application. Si c'est des données sensibles typiquement, je devrais pas pouvoir faire ça. Donc ça va se reporter. Donc, donc comme pour tout autre test d'intrusion, vous pouvez aussi utiliser des outils automatiques. Donc ça peut être utile pour gagner du temps. Mais comme d'habitude, ça ne remplace pas vos yeux et votre cerveau. Donc on ne peut pas seulement se fier aux outils, évidemment, hein, c'est comme dans tous les pentests. Ça signifie que vous devez vérifier chaque résultat pour éviter les faux positifs et parfois ça peut arriver que les outils automatiques, évidemment, ne détectent pas tout. Donc ces deux-là qui sont à l'écran sont très pratiques. MobSF va effectuer une analyse complète et donc ça va être une automatisation de l'étape de l'analyse statique. Et ça va vérifier les autorisations, le chiffrement du trafic, ça va vérifier les buffer overflow, s'il y a des secrets dans le code source et d'autres éléments. Donc ça va vraiment vous permettre d'aller un petit peu plus vite dans cette phase d'analyse statique. Et Quark, ça va être un outil qui va être capable de trouver des vulnérabilités de sécurité courantes. Donc ça peut aussi créer un POC justement pour le tabjacking, ce qui peut vous faire gagner énormément de temps. Voilà. Donc maintenant, je vais aller sur le rapport. Maintenant qu'on a vu le processus avec les exemples de vulnérabilité, donc ça, c'est la structure habituelle de tout rapport. Donc avec le résumé exécutif avec des explications globales pour expliquer l'impact pour les personnes exécutives qui liront votre rapport. Et il va y avoir ensuite le rapport de vulnérabilité qui va contenir tous les éléments là, que vous voyez à l'écran. Donc cette partie peut être aussi utilisée pour les personnes qui font des bug bounty. Il va y avoir la sévérité, donc ce sera faible, critique ou moyenne ou élevée. Le score
ça peut être le CVSS score ou le OWASP risk rating, ça dépend vraiment des préférences. L'élément touché et une description détaillée pour reproduire l'exploitation. Donc ça peut être tout à fait technique, là c'est le moment d'être technique dans cette partie-là. Et des preuves. Et donc là, les preuves, il faut vraiment être le plus précis possible parce qu'il faut que la personne qui lise votre rapport puisse être capable de refaire exactement ce que vous avez fait pour pouvoir mieux voir les impacts que ça pourrait avoir. Et donc vous pouvez mettre une requête de burp, une réponse de burp, vous pouvez prendre des captures d'écran, tout ce qui va prouver que vous avez pu faire une exploitation. Donc pour l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc là, on a un titre pour la vulnérabilité et on a aussi une description avec une ressource qui fournit des explications plus détaillées. Donc, d'abord, je mets dans le contexte en expliquant que Android fonctionne afin de fournir des transitions visuelles dans l'interface, Android va enregistrer une capture de l'écran de l'application en cours. Et ensuite, je vais un petit peu plus en détail pour parler du contexte et je vais dire que ces captures-là, ça peut contenir des renseignements sur l'utilisateur. Donc typiquement, si c'était une application bancaire et que j'avais pu capturer, par exemple, un numéro de compte ou des choses comme ça, ça aurait été donc ce cas-là. Et donc là, on voit qu'on peut élargir la surface d'attaque et donc il y a des renseignements confidentiels qui peuvent être conservés sur l'appareil mobile par ce moyen-là. Donc ensuite, là, on va passer à la partie comment on fait pour corriger ça. Donc on va dire que là, ça va être l'utilisation du flag secure qui va permettre de corriger ça. Ça va permettre de masquer typiquement ce contenu-là. Et la ressource que je mentionnais tout à l'heure, donc là c'est le OWASP comme d'habitude, OWASP MSTG, qui va permettre d'expliquer cette vulnérabilité-là en particulier et qui va permettre aux gens qui vont appliquer les correctifs de voir exactement, d'avoir les détails plus précisément. Donc on va passer aux ressources. Donc là, tout ça, là, c'est des ressources pour s'exercer. Moi, je les trouve vraiment très, très intéressantes. Il y a des applications vulnérables là qu'on voit. Il y a Android Insecure Bank, donc on est vraiment là sur la partie un peu bancaire. Et il y a toute une track de Hack the Box qui est introduit à l'exploitation Android. On a ensuite Mobile Hacking Crash Course sur HackerOne. Donc ça va être des cours et des lectures qui seront aussi un peu plus théoriques. Je conseille ce cours-là. Tout est gratuit sauf celui-là qui est à $29, si vous avez 29 USD. Il est vraiment pas mal et ça va couvrir aussi tout ce qui est iOS, si ça vous intéresse. Il y a aussi ce Hunter's Mobile Hacking Guide de Nahamsec qui est vraiment très très bon. Et il y a un site Notion sur le mobile aussi qui est assez incroyable. Mais comme je disais tout à l'heure, je vais vous donner mon guidebook, il y aura toutes les ressources qui sont là. Vous pourrez les récupérer. Ça, c'est d'autres lectures également. Il y a évidemment le OWASP MSTG que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, il va falloir que je mette à jour mon site aussi parce que, ça, comme je disais tout à l'heure, ça a changé. HackerOne aussi a publié les rapports Android. Et donc, ça peut être aussi intéressant. Il y a aussi une introduction, un bloc d'introduction de Hack the Box. Et il y a Hacktricks qui est une référence aussi pour mobile. Voilà, il y a maintenant aussi les outils qui sont intéressants. Il y a Nahamsec qui propose des outils pour tout ce qui est comment faire du piratage Android. Et donc il y a plein d'outils qui sont disponibles. Donc il y a Quark que je mentionnais tout à l'heure, il y a MobSF. Et comme je disais tout à l'heure, comme je vous ai promis, les ressources pour le certificate pinning, pour ceux que ça intéresserait de savoir comment on peut bypasser. Et voilà. Donc tout est disponible là, n'hésitez pas. Il y aura les ressources et il y aura mes slides. Donc csbygb.gitbook.io. Et si vous voulez aussi, j'ai fait un article sur Pentest Magazine pour le Pentest d'application Android. Et pour finir, si vous voulez vérifier ce que vous avez appris aujourd'hui, n'hésitez pas, j'ai fait un questionnaire qui porte sur toutes les parties qu'on a vues dans cette présentation. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, si on a le temps. Une bonne main d'applaudissements pour Gabrielle. Merci. Merci. On aurait le temps pour une question. Si quelqu'un veut se lancer pour une question, il y a un micro là. Sinon, je peux vous tendre un micro à l'avant.
Est-ce qu'il y a une âme courageuse? Oh, allez-y, viens au micro, s'il te plaît, pour que les gens puissent t'entendre. Tu l'entendras pas. Merci. Vous m'entendez bien? Ça y est. Oui. Bonjour Gabriel. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Et ça fait un bon bout de temps que je te suis sur LinkedIn. Donc du coup, j'apprécie beaucoup les partages que tu fais pratiquement tout le temps. Ma question, c'était comment est-ce que tu arrivais à gérer ton temps entre le fait de travailler sur ces ressources et ton propre boulot? Parce que c'est assez compliqué. Merci pour la question. Et je m'entends en écho, donc je vais enlever le casque. Merci. Mais merci pour la question. Et en tout cas, comment je fais mon casque. Ah oui, pardon. Donc une des grandes règles que je me suis fixée, c'est de diviser les grands objectifs en plusieurs petits objectifs. Ça permet d'avoir l'impression que les choses sont moins énormes à faire. Et puis voilà, c'est principalement ça que je fais. Mais ouais, gérer le temps, c'est vraiment aussi avoir tout noté ce que je veux faire, choisir les choses aussi, avoir des deadlines aussi, c'est important. Mais savoir aussi dire non à certaines choses. Donc quand on a le FOMO comme moi, ça peut être un peu difficile, mais on essaye et donc voilà. Donc il faut sélectionner, et si on veut avoir le temps de tout faire, il faut aussi pas forcément s'engager dans un seul truc, mais peut-être dans plusieurs choses un petit peu, plutôt que dans un seul truc beaucoup. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci, c'est clair. Merci beaucoup. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements pour Gabriel. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde.